Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui ma consoeur Isabelle Lasserre, qui est correspondante diplomatique du Figaro, à propos de la parution toute récente de son dernier ouvrage, Macron, le disrupteur. C'est un livre absolument excellent qui est très riche. Nous allons passer en revue la plupart des sujets qui sont abordés ici, qui tournent tous autour, évidemment, de la nouvelle façon de faire de la politique, de la diplomatie avec Emmanuel Macron. Mais je voudrais commencer un peu en revenant en arrière, parce que vous avez écrit un certain nombre de livres sur lesquels je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Par exemple, vous avez écrit en 2007, c'est-à-dire il y a un bon moment, L'impuissance française, une diplomatie qui a fait son temps. Et c'est en quelque sorte en relation avec le livre d'aujourd'hui, puisque c'est également la diplomatie de Macron. En 2007, c'était comment alors la diplomatie française? Ah là là. Vous dites qu'elle a fait son temps. Elle avait fait son temps parce que elle avait du mal à se projeter sur la scène internationale. Elle était prisonnière de ses concepts, d'une manière de penser. Elle avait du mal à s'adapter sur la scène internationale. Et elle était déjà confrontée, en fait... Au même problème déjà? c'est-à-dire, elle était déjà confrontée au fait que la France, toute seule, ne peut plus avoir l'influence qu'elle avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Le bilan s'arrête aux années Sarkozy et voilà, moi j'aurais pu, parce que c'était en 2007, mais à l'époque, le monde était quand même un petit peu plus stable parce qu'on n'avait pas de Trump, C'est depuis le général de d'Orban. Gaulle, Pompidou, Non, après. Mitterrand. Après, oui, à partir de Mitterrand. Donc, c'était quand même le monde, on était encore dans le monde de l'après-guerre froide, mais déjà la diplomatie française avait du mal à, en fait, perpétuer l'influence qui était la sienne, parce que déjà le monde occidental, on n'en avait pas encore complètement conscience, mais commençait à se rétracter. Pourtant, c'est une époque où il y a eu un ministre des Affaires étrangères particulièrement doué, c'est Hubert Védrine. Hubert Védrine, oui, bien sûr. Donc, même une personnalité de ce niveau n'a pas pu... pourtant, on avait quand même l'impression que la France tenait son rang à cet égard, ce qui n'a pas été toujours le cas avec les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés. La France a toujours tenu son rang, et particulièrement sous Hubert Védrine et François Mitterrand, mais elle n'a pas toujours saisi, pour moi, le sens de l'histoire. C'est-à-dire que François Mitterrand a été un petit peu en retard avec la réunification de l'Allemagne, qui l'a freiné. Là, il n'a pas vu en fait quel était l'avenir. Il a, à mon sens aussi, été un petit peu trop conservateur et en retard vis-à-vis des guerres de l'ancienne Yougoslavie, en prenant un petit peu le parti des Serbes à l'époque, et il n'était pas dans le sens de l'histoire. Donc c'est tout ça que je racontais dans ce livre. Cette partie-là de la France, qui en fait est souvent alliée de puissants... Enfin, ce côté en fait jacobin de la France, hein, ce côté, la France aime les pouvoirs forts, elle aime, elle maintient coûte que coûte des liens avec les puissances historiques, ses anciens alliés, même en pleine guerre et même quand les pouvoirs dérapent, ce côté, à mon avis, continue à exister aujourd'hui un petit peu, même d'ailleurs sous Emmanuel Macron qui est disrupteur. On voit bien que en France aujourd'hui, la France a un peu une position, disons, au milieu par rapport aux autres pays européens. Il y a tout l'Est de l'Europe, enfin l'ancien Est, l'Europe orientale, qui est par exemple... qui voudrait que l'Europe s'oppose beaucoup plus fortement à la Russie, qui milite pour un embargo gazier tout de suite. Et puis il y a une autre Europe, c'est l'Allemagne, la Grèce sans doute rejoindra ce clan, l'Autriche, la Hongrie, qui freinent vraiment. Et au milieu, il y a la France, qui est fait du en même temps,
et qui se pose comme une puissance médiatrice et qui en fait continue à avoir des liens avec la Russie en pensant aux anciens liens qui ont toujours lié la Russie à la France. Et en cela, Emmanuel Macron est un des dignes héritiers de François Mitterrand. Oui, alors donc vous disiez en 2007 que la diplomatie française avait fait son temps. Aujourd'hui, vous parlez de Macron, le disrupteur en politique étrangère. Vous écrivez d'un président anti-système et en incipit de votre livre, vous dites « La France ne peut être la France sans la grandeur », avait dit Charles de Gaulle. Mais chez Emmanuel Macron, où est la grandeur? On ne la voit pas. On voit effectivement la disruption. Mais disruption, ce n'est pas la grandeur. La grandeur de la France, elle existe même sans Emmanuel Macron, puisqu'elle existe notamment par exemple la dissuasion nucléaire, le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui fait quand même de la France sur la scène internationale un pays différent des autres pays européens, avec des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de la communauté internationale, notamment quand il y a des crises. Donc déjà, la grandeur de la France, c'est ça. Ensuite, il y a le passé, l'histoire, qui font quand même la grandeur de la France. Si on rentre plus concrètement dans les détails, est-ce que Macron représente la grandeur de la France? Pour moi, quand même, oui, en partie, parce qu'il arrive avec ce bagage historique et ce bagage de puissance. Je n'ai pas parlé de l'armée et de l'armée française, qui est quand même la seule véritable armée en Europe, au moins au niveau combattant. Et fort de ce bagage, il a, à mon avis, réussi à remettre la France en position de leader en Europe. Et je pense que la France aujourd'hui est plus écoutée et plus attendue sur les questions internationales qu'elle ne l'était depuis quelques années. Donc en cela, il représente la puissance de la France. Maintenant, c'est la puissance de la France qui est limitée. Encore une fois, alors, elle est limitée parce que l'Occident se rétracte, mais elle est aussi limitée parce que, pour pouvoir projeter son influence sur la scène internationale, il faut s'asseoir sur une économie prospère, qui tient la route, et que la France, et c'est la principale faiblesse de la France, qu'elle n'a plus les moyens de ses ambitions, et qu'à mon avis, dans les années qui viennent, ce problème va devenir un problème énorme qui risque de grignoter l'influence de la France. La France, un jour, va sans doute être obligée de choisir, en tout cas c'est mon opinion, entre son modèle social et son modèle de puissance dans les domaines régaliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se réarmer, investir dans les questions de défense, et on n'a plus les moyens de faire tout à la fois. Et on va vers des craquements. La France a été incapable de réduire sa dette. Le décalage avec l'Allemagne est en train de se creuser. Et comme l'Allemagne, depuis un an, a décidé de briser ses tabous, c'est-à-dire de se réarmer et même de contribuer à l'armement d'autres pays, puisqu'elle le fait avec les Ukrainiens, elle vend des armes, elle transfère des armes aux Ukrainiens désormais, on peut tout à fait imaginer que dans 10 ans, l'Allemagne soit la principale force militaire d'Europe. Alors justement, pour entrer dans le détail de votre livre, je voudrais aussi que vous nous disiez un peu comment vous l'aviez travaillé, comment vous avez travaillé sur ce sujet, parce que c'est extrêmement complet, tous les dossiers sont étudiés, vous avez de nombreux témoignages, vous appuyez donc sur une centaine de témoins, et pas des moindres, de première qualité. Vous avez rencontré le président de la République à plusieurs reprises pour en parler. Donc c'est vraiment un livre très utile, non seulement sur le moment, mais également qui nourrit toute... peut nourrir quantité de réflexions sur la politique étrangère de la France, même à l'avenir. Comment avez-vous travaillé? En fait, j'ai rencontré, oui, à peu près 100 personnes, et notamment tout l'entourage d'Emmanuel Macron. Et pas seulement en politique internationale, ses plus proches conseillers, même dans d'autres domaines. J'ai rencontré le président et j'ai rencontré absolument tous les responsables de la politique étrangère en France, notamment au Quai d'Orsay, voilà. Et à l'étranger. J'ai vu beaucoup d'étrangers aussi. Des Allemands, des Britanniques, des représentants des pays de l'Est. Donc j'ai vu, oui, effectivement, à peu près 100 personnes pendant 1 an et demi. Parce que c'était en fait très compliqué, parce que
il est difficile de comprendre la politique étrangère d'Emmanuel Macron parce que, comme dans les autres domaines, il pratique, avec brio d'ailleurs, la politique du en même temps. Et donc on est perdu. Et on ne sait jamais. Il est très difficile de réussir à comprendre ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il le sait lui-même? Ou est-ce que c'est le fruit d'impulsion? Non, je crois qu'il le sait. En tout cas, sur les gros dossiers comme l'Europe, il sait pertinemment ce qu'il veut faire. Après, dans les sous-dossiers et la réaction aux crises, effectivement, il y a des impulsions. Enfin, en tout cas, il y a des tentatives de coups. C'est-à-dire qu'il réagit extrêmement rapidement, en une semaine, 15 jours, tout seul. Oui, là, vous parlez de l'affaire iranienne. Je parle de l'affaire iranienne, mais... Avec Trump, des coups journaliers, quoi. Journalier, oui, mais Biarritz. Mais c'est pas tellement journalier parce que le coup de l'Iran, donc c'est quand il essaye de faire réunir les Iraniens et les Américains au G7 de Biarritz pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien. Bon, ça, sans doute, l'idée lui vient comme ça, il la met en pratique, mais il l'a mise en pratique pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que l'histoire date du mois de juillet au mois d'octobre. Non, du mois d'août au mois d'octobre. 3 mois. Le G7 de Biarritz au mois d'août, il a poursuivi l'affaire à New York fin septembre pendant l'Assemblée générale de l'ONU. Là, nous sommes en 2019. Et il l'a poursuivi après à Paris et à nouveau aux États-Unis. Oui, vous expliquez bien que l'accord ne dépendait pas du ministre iranien des Affaires étrangères, mais de son grand chef en Iran. Donc, le président Macron le savait également. Pourquoi a-t-il insisté, puisque le ministre auquel il s'adressait et qu'il voulait mettre en relation avec le président Trump n'était pas décisionnaire? Oui, mais enfin, le ministre en question peut passer des coups de téléphone et avoir des instructions de la part de Téhéran. Ça n'a pas marché. Il a été persuadé jusqu'au bout qu'il y avait quelque chose à tenter. En fait, ce sont les deux machines qui ont repris le pouvoir des deux côtés, c'est-à-dire à la fois la machine à Washington autour de Donald Trump et la machine conservatrice à Téhéran. Le moment n'était pas venu. Est-ce qu'il aurait pu réussir? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais c'est effectivement, Emmanuel Macron tente régulièrement des coups. Il a la naïveté, ou alors, si ce n'est pas une naïveté, l'enthousiasme de la jeunesse qui lui fait penser qu'il peut réussir là où les autres ont échoué. Alors, en se fondant sur votre livre, sur le passé, on peut peut-être essayer de voir ce que sera la politique étrangère du nouveau président Macron, là, qui est déjà entré en fonction et qui va commencer à faire marcher sa boutique dans les jours qui viennent. Quel sera le nouveau ministre des Affaires étrangères, à votre avis, si vous avez une idée? J'en sais rien. On n'est pas ici pour faire des pronostics. Non, franchement, j'en sais rien. Et je pense que personne ne le sait, puisque vous savez bien, Bernard, que sur les 10 noms qui ont été jetés dans les couloirs en guise de rumeur, peut-être qu'aucun ne sortira du chapeau parce que le dernier à décider est Emmanuel Macron et que souvent il ne prévient pas ses plus proches collaborateurs. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? Je n'en sais rien. Alors, dans les dossiers les plus importants, on va commencer par le principal. Et là aussi, c'est quand même pas un grand succès du président Macron. C'est les rapports avec la Russie, avec Poutine. Là, on peut dire qu'il s'est trompé du tout au tout. Est-ce qu'il va continuer dans cette direction? Il continue à parler au président Poutine, ce qu'on ne peut pas, je crois, lui reprocher. Mais Poutine lui a complètement échappé. Oui, alors, c'est pour moi le principal échec du précédent quinquennat. Il a cru, comme il avait cru avec Donald Trump, qu'il allait pouvoir influencer Vladimir Poutine. Cela dénotait une méconnaissance, pour moi, qui connais la Russie, de la nature profonde du régime. Donc il s'est trompé. Il n'est pas le seul en Europe à s'être trompé. Alors, le principal échec d'Emmanuel Macron sur la Russie, à mon avis, n'est pas d'avoir essayé de communiquer avec Vladimir Poutine et d'avoir essayé de restaurer des canaux de communication.
il est de l'avoir fait de manière solitaire. Quand il accueille le président Vladimir Poutine à Versailles en 2017, juste après être élu, personne ne peut lui reprocher ça. Tout le monde est d'accord, c'est formidable. Il l'accueille, il essaye de lui donner une ouverture, mais en même temps, les dossiers de désaccord, notamment sur la Syrie, sur les organes de propagande de la Russie, Russia Today et Sputnik, sont évoqués ouvertement. Tout le monde, il n'y a aucun problème, c'est un sans faute. Ce qui a coincé, en fait, c'est le deuxième sommet, celui de Fort-Brégançon, en 2019. Là, il accueille Vladimir Poutine et il propose avec son bouquet de fleurs. Oui. Enfin, le bouquet de fleurs était pour Brigitte. Oui, pour Brigitte. Ouais. Et il propose à Vladimir Poutine une nouvelle architecture de sécurité en Europe et un dialogue stratégique. Et il reprend donc en fait les mots et les propos de l'ancien président Medvedev, qui avait bien entendu énervé tous les voisins de la Russie qui se sentent menacés par l'ours russe. Et il l'a fait sans prévenir ses partenaires de l'ancienne Europe de l'Est. Donc son erreur est surtout de ne pas avoir été en Pologne avant, dans les pays baltes avant, en disant, écoutez, je vais essayer de le calmer, je vais essayer peut-être que ça ne va pas marcher, mais ne vous inquiétez pas, je ne cède pas sur l'essentiel. Parce qu'à l'arrivée, on a une image d'un Emmanuel Macron qui est plutôt complaisant avec Vladimir Poutine, alors qu'il ne l'est pas. Il n'a jamais cédé sur les sanctions. Il a été beaucoup plus ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine que ne l'a été Angela Merkel et que ne l'est encore aujourd'hui l'Allemagne. Donc l'image qu'il donne, parce qu'il a mal maîtrisé la forme, parce qu'il a agi tout seul, est une image erronée en fait. Alors aujourd'hui il continue. Je ne sais pas quelle sera la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. Enfin, sa politique, si, je sais ce qu'elle est aujourd'hui. Il est le seul à parler avec Vladimir Poutine de manière régulière en Europe. Il y a aussi d'autres canaux qui ont été ouverts entre la France et l'entourage de Vladimir Poutine. Et là aussi, la France est le seul pays qui le fait. Donc, je pense que c'est important, parce que si la guerre s'arrête demain et qu'il y a des négociations, la France sera bien placée. Et l'Union européenne sera représentée par Emmanuel Macron, parce qu'un jour, il faudra reparler à la Russie, et probablement avec Vladimir Poutine. Peut-être que dans 2 ans, Vladimir Poutine sera encore au pouvoir. En tout cas, on ne peut pas préjuger de sa disparition soudaine comme ça. Ouais. Et là, si Emmanuel Macron ne le fait pas, qui le fera? Les États-Unis et la Grande-Bretagne. De toute façon, les États-Unis. Ils nous savonnent quand même pas mal la planche en ce moment et essayent de doubler les voilà. Alors, ça, c'est pour la partie positive. Et la partie plus négative, c'est on peut aussi interpréter ces initiatives d'Emmanuel Macron comme la poursuite d'une espèce d'illusion stratégique et diplomatique. Et on peut se dire que peut-être que Vladimir Poutine ne fait qu'utiliser une fois de plus Emmanuel Macron et que tout ça mènera dans le mur et que ça ne débouchera sur rien. On n'en sait rien. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, n'avait pas suffisamment d'expérience, même aucune expérience en matière de politique étrangère, et il ne savait pas que la Russie était déjà, sous Vladimir Poutine, son successeur provisoire, Medvedev, une sorte de mafia au pouvoir, mafia militaro-industrielle, corrompue, et dont le but ultime était finalement de regagner sa place d'empire d'une façon qui pouvait comprendre l'annexion, le vol, l'accaparement de territoires étrangers qui avaient été russes. Donc le régime était déjà en place et je pense qu'il est arrivé en pensant que Vladimir Poutine était, comme Angela Merkel, comme X, Y, Z, un dirigeant, disons, quasiment normal, si on fait exception, effectivement, de ce qui se passait dans les coulisses, ou même ce qui se passait en Syrie ou ailleurs. Oui, mais en cela, Emmanuel Macron reproduit exactement les erreurs de tous ses prédécesseurs. Oui. C'est-à-dire que chaque président, quand il s'installe à l'Élysée, a l'illusion, enfin en tout cas pense qu'il va pouvoir s'entendre avec Vladimir Poutine et que
un chemin de discussion est possible, qu'un compromis est possible. Et tous les présidents commencent par un réchauffement des relations avec Vladimir Poutine et terminent leur mandat dépités sur un constat d'échec. Et c'est comme Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle. Angela Merkel également, qui connaissait beaucoup mieux Vladimir Poutine et la Russie et le système communiste qu'Emmanuel Macron. Elle parle à Poutine en allemand, elle a fait ça pendant des années, elle a mis sur pied un système d'achat de gaz absolument époustouflant qui alimente l'Allemagne. Et finalement, elle pensait que ça lui donnerait un levier diplomatique vis-à-vis de la Russie, mais finalement, non. Non. Et alors là, on peut peut-être, c'est vraiment une faille, enfin une erreur collective de l'Europe occidentale, hein, parce que les Européens de l'Est, eux, les ont compris depuis longtemps qui était Vladimir Poutine, mais il y a une espèce de je sais pas, de déni et d'oubli de l'histoire, en fait. Et même incroyable. De la réalité, à chaque fois, Navalny, la Syrie, Alep, etc. Alors on s'énerve un peu, on prend un peu des sanctions, et puis tout revient business as usual. Et Vladimir Poutine fait partie donc la Russie de Vladimir Poutine, comme la Turquie d'Erdogan, comme l'Iran, comme la Chine. Ce sont des pays qui fonctionnent sur le temps long. Et nos démocraties occidentales fonctionnent sur le temps court. Elles courent après les élections, elles passent de législative à la présidentielle, et le temps de l'action des démocraties occidentales est très court, alors que celui des autocraties, qui n'ont pas à gérer les élections, est très long. Et là, sur ce terrain-là, on est en train de perdre. Oui, et la guerre de Poutine en Ukraine peut durer très longtemps. Pour lui, ça lui est tout à fait égal. Il peut continuer à gagner 10 cm de terrain par jour. Oui. Aucun problème d'opinion publique. Aucun problème d'opinion publique. Et d'ailleurs, si la guerre redescend à un niveau de très très faible intensité, ça lui ira aussi, puisque son objectif, c'est à mon avis, pas d'envahir entièrement l'Ukraine et de l'occuper, mais c'est de maintenir l'Ukraine... et de la couper de son accès à la mer. De la couper de son accès, voilà, pour maintenir une instabilité en Ukraine et l'empêcher de se rapprocher de l'Occident, en fait. Alors il y a une autre question, qui concerne l'Europe, parce que Emmanuel Macron a fait un discours là tout à fait récemment parlant de réformer les traités, de remettre ça. Ça c'est une chose que j'entends depuis des années, tout le monde le dit, et à Bruxelles, franchement, on ne prend pas ça au sérieux. On se dit bon, c'est encore une lubie, et puis à la fin il n'en sortira rien, parce que la plupart des pays n'en veulent pas. Je ne comprends pas qu'il se soit lancé dans cette direction. Oui, alors, il avait été, le discours de la Sorbonne en 2017 avait été extrêmement ambitieux, un peu trop ambitieux d'ailleurs, puisqu'il avait installé dès le début une espèce de méfiance de l'Allemagne. Enfin, il avait créé des tensions entre l'Allemagne et la France, parce que Emmanuel Macron était allé beaucoup trop loin et avait proposé des réformes beaucoup trop ambitieuse pour que l'Allemagne puisse suivre. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense que on a eu l'illusion au début de la guerre en Ukraine que l'Europe était unie à nouveau sur les grandes questions stratégiques, et elle ne l'est pas, en fait. Les divisions ont ressurgi. Elles ont ressurgi autour de la question russe, qui divise l'Est et l'Ouest. La question de l'immigration continue à être un facteur de division qu'à mon avis on sous-estime grandement en France, et qui va être l'un des principaux points en Europe dans les années qui viennent. Mais il y a aussi les questions justement de quelle Europe on fait, et les questions de l'élargissement. Et le sujet est extrêmement sensible, parce qu'aujourd'hui, la question qui sous-tend en fait ce projet de quelle Europe on aura demain, c'est aussi la question d'intégration de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, que l'Europe aujourd'hui n'est pas capable d'affronter autrement que par des vagues promesses. Et on la comprend, puisqu'il y a une fatigue de l'élargissement dans les opinions publiques depuis longtemps,
que déjà les Balkans occidentaux frappent à la porte depuis un moment. Donc peut-on les faire passer après l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, qui de toute façon ne sont pas prêts. Et puis il y a la question de si vraiment ces pays-là doivent rejoindre la famille européenne. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Et il va falloir changer l'Europe. Parce que sinon, déjà qu'à 27, l'Europe ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, puisque les institutions ont été quand même créées pour une Europe à 6 pays membres. Aujourd'hui, on voit bien que ces institutions sont complètement à bout de souffle et qu'il faut les réformer. Je pense que ce sera le principal challenge d'Emmanuel Macron. Et il y a aussi quelque chose, moi, que je vois venir, qui monte depuis plusieurs années en Europe, c'est le poids de plus en plus important des pays de l'Est. On nie ça à l'Ouest. À Berlin et à Paris, on le minimise. Mais ces pays sont de plus en plus importants. La Pologne a une véritable diplomatie. Ce sont des pays qui économiquement fonctionnent bien maintenant. Et ils n'ont pas la même vision de l'Europe que nous, notamment sur les questions d'immigration, d'identité. Et aujourd'hui, il y a vraiment des points de tension entre ces deux Europes. C'est aussi ça qui fait que Emmanuel Macron reste extrêmement vague. Que dire, que faire? Voilà des questions. Nous en venons à la fin de cette émission. Voilà des questions importantes. Et votre livre aidera à comprendre ces questions et peut-être à prédire l'évolution de la politique française dans les années qui viennent, avec ce président Macron, le disrupteur, que vous présentez très bien dans votre ouvrage. Merci beaucoup Isabelle Lasserre. Merci Bernard. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.